Ouais, hein. Donc, je reviens pour tout à l'heure. À travers les messages, les gens, apparemment, ils n'ont pas compris la différence significative, comment la calculer, avant de continuer mon cours. Je vous ai dit, la différence significative, c'est des logiciels essentiels. Vous, en tant qu'étudiant, ou là, en tant que moi, en tant que chercheur, je dois savoir que je ne peux pas me prononcer si je ne fais pas de calculs statistiques. C'est-à-dire, vous avez vu le tableau de Lotz Rasso tout à l'heure, je ne peux pas dire que le risque relatif, par exemple, tel facteur est incriminé, si je n'ai pas appliqué un test statistique. Dans un premier temps, j'applique le test statistique. Si je trouve un test statistique significatif, c'est-à-dire alpha inférieur ou égal à 5%, je dis qu'il existe une différence significative et je vais continuer mes calculs. Si je trouve mon alpha supérieur à 5%, je m'arrête à ce niveau, je ne vais pas calculer le risque relatif. Je ne peux pas dire qu'il y existe une relation alors que statistiquement, il n'y a pas de relation statistique significative. Maintenant, la question que les gens posent, comment calculer l'alpha? Votre problème, ce n'est pas comment le calculer. Parce que maintenant, à travers le cours, d'habitude, on le fait à travers les TD. Maintenant, comme c'est des cours par visioconférence, l'essentiel, il faut savoir que l'alpha, je peux le calculer par un logiciel, des pieds info, par exemple. J'introduis le tableau et je demande j'ai des calculs statistiques, il me donne les différents calculs, 1, qui, 2, comparaison de moyenne. Moi, je sélectionne le test à appliquer et je clique sur le test appliqué avec les données que j'ai sur le tableau. Il va me donner l'alpha. Si je trouve alpha inférieur ou égal à 5%, je dis qu'il existe et donc je vais continuer mon étude. Si je trouve alpha supérieur, je vais m'arrêter, je ne vais pas calculer mon risque relatif. OK? Je pense que vous avez compris de manière générale. Parce que là, ces questions pour porter sur comment calculer le risque relatif. Maintenant, si les gens ne comprennent pas, ils n'ont qu'à poser les questions. Moi, je ne vais pas, c'est-à-dire, avec les messages, je suis en train d'expliquer, je ne vois pas tout ça. Donc, j'essaie de me concentrer parce que déjà, je suis limité par le temps en matière de communication. OK? D'accord. Maintenant, on va aborder l'épidémiologie. De manière générale, c'est quoi l'épidémiologie descriptive? L'épidémiologie descriptive, elle décrit. Et on a vu la dernière fois qu'on ne peut pas se prononcer à partir des observations. Seulement, toutes les données sont importantes à chercher. D'accord? Toutes les données sont importantes à chercher. Pourquoi? Parce que le phénomène de masse dans la société, il y a certains critères dont on a besoin. Par exemple, actuellement, le coronavirus, il y a les malades qui arrivent. Si on n'a pas des informations concernant le malade, l'adresse du malade, le sexe du malade, la profession du malade, il travaille où, si on n'a pas toutes ces informations, on va voir l'épidémie qui va prendre de l'ampleur. Nous, chaque fois qu'il y a un cas, on prend le nom, prénom, l'adresse, l'âge, etc., le sexe. Pourquoi? Parce que parfois, on a le même nom, des homonymes, on a le même nom, le même prénom. Seulement, ce n'est pas la même personne. Ils n'ont pas le même âge. On est obligé d'avoir l'adresse. À ce moment-là, le CEMEP, le service d'épidémiologie, il se déplace au domicile des malades pour chercher les personnes contacts. Comme ça, on les isole. Si on n'a pas d'adresse, et si on a uniquement le malade, on lui fait la PCR et on le laisse comme ça. Par la suite, comment le convoquer? Donc, c'est pourquoi on a besoin de ces informations. Ce sont des informations qui vont nous aider. Par exemple, pour dire, en matière de cas, il y a les cas posés, avérés. Les cas, on le verra, c'est quoi un cas contact? C'est quoi un cas suspect? C'est quoi un cas probable? Un cas avéré, c'est quelqu'un chez lequel on fait la PCR, on la trouve positive. Là, c'est un cas avéré. Un cas contact suspect, par exemple, c'est une personne qui était en relation avec le malade, qui est resté avec lui pendant quelques minutes, peut-être la famille, il habite avec lui à la même maison, il dort avec lui, etc. C'est les contacts chez lesquels on les convoque et on fait des prélèvements. Les cas probables,
Par exemple, c'est quelqu'un qui est lointain. Donc là, on ne fait pas, mais on les surveille. On le verra dans le... Donc, la première étape, c'est l'épidémiologie descriptive, c'est de manière générale pour vous faire avant de faire l'assurance épidémiologique. Donc, la première étape pour comprendre un problème de santé dans une perspective épidémiologique consiste à le décrire à l'aide de certaines caractéristiques. C'est l'épidémiologie descriptive. On a vu, on ne peut pas faire directement une enquête 4 témoins au cohorte si on n'a pas des informations descriptives. On ne peut pas faire un travail. Donc, c'est pourquoi, dans un premier temps, on fait la descriptive. Secondairement, on passe à l'analytique. Puis, l'épidémiologie, l'autre épidémiologie, l'expérimentale. Mais est-ce qu'on peut faire l'épidémiologie, par exemple, l'expérimentale sans passer par la descriptive? D'après vous? Je vous pose la question. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce qu'on peut faire, par exemple, passer directement à l'épidémiologie expérimentale sans passer par les... Oui. Hein? Oui ou non? Non. 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 Par exemple, Tchernobyl, voilà, Nagasaki, les irradiations. Est-ce qu'on a mis les gens, on les a irradiés directement ou bien c'est par accident d'abord? Donc, vous voyez qu'on peut, c'est-à-dire, on peut faire passer d'abord, dans un premier temps, l'expérimental. Analytique. Là, Dans un deuxième temps, descriptif. là, la première, elle est expérimentale accidentelle, parce qu'ils ont, c'est l'explosion, les bombes atomiques, Nagasaki et Hiroshima, ou bien Tchernobyl, c'est un accident d'une usine nucléaire. Et à ce moment-là, on a commencé à faire la descriptive par la suite. Mais l'expérimentale, elle est accidentelle. C'est une expérience accidentelle. D'accord? Donc, on peut passer d'une épidémie, c'est-à-dire on n'est pas obligé de passer descriptive, analytique, expérimentale. OK? Donc, le but, c'est de dresser le portrait d'une maladie, c'est-à-dire d'écrire quelle est la population concernée, quels sont les sexes qui sont les plus touchés, quelles sont les tranches d'âge qui sont les plus touchées, quels sont par exemple, les quartiers, par exemple, comme nous, je sais pas, on a actuellement le coronavirus, est-ce que sont beaucoup plus les femmes que les S'il hommes? te plaît, adressez à l'autre, activez. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Vous m'entendez? Un problème de micro ne fonctionne pas chez les autres étudiants, sauf moi. Les autres étudiants n'entendent pas, n'entendent pas. Hein? Les autres étudiants n'entendent pas. Non, Ils ne peuvent pas répondre. non, ils entendent, mais ils ne peuvent pas parler. Hein? Oui, Donc, vous parlez arabe. c'est un problème de l'autre. Un problème? Oui. Je ne sais pas. D'accord, on verra par la suite. L'essentiel, je vais continuer à faire mon cours. Donc, D'accord, monsieur. soit adresser le portrait, l'épidémiologie permet de dresser le portrait d'une maladie. Donc, elle permet de faire le portrait, c'est de décrire quelle est la population. Par exemple, je prends le coronavirus.
nous, on cherche l'adresse pour savoir quels sont les quartiers les plus touchés à Annaba. On cherche le chèque, quels sont les chèques les plus touchés. On cherche le nom familial pour voir, on a des familles qui sont entièrement touchées. Donc, vous voyez, en fin de compte, et à la fin, on termine par faire une cartographie du coronavirus de la wilaya d'Annaba. Et le portrait de la population la plus touchée. Donc, elle permet d'étudier, pour se mettre dans, on a vu la dernière fois, elle permet soit d'étudier un phénomène de santé, donc de faire le portrait, ou bien de générer, donc de soulever des hypothèses. Donc, les hypothèses, elles sont là pour, elles soulèvent des hypothèses, elles ont que descriptives. Donc, c'est pourquoi on sait, là, c'est de manière générale. Là, je vais passer parce que la descriptive, elle est facile à comprendre. Vous avez compris pourquoi on cherche l'ethnie, on cherche la date de naissance, parce que ce sont des facteurs qui interviennent. C'est-à-dire, en fin de compte, lorsque vous posez des questions, lorsque je parle du contexte épidémiologique, par exemple, on a des cas, et on a un malade, pour voir est-ce qu'il a une relation ou non. On essaye de chercher, y a-t-il dans la famille des personnes qui ont fait le coronavirus ou non, quelles sont les personnes qui vivent avec lui, etc. Donc, on essaye, il est marié, il n'est pas marié, etc. Et j'en passe. Les différents facteurs qui peuvent être incriminés en matière de facteurs de l'état, les habitudes de vie, etc. C'est en fin de compte le caractère temps, savoir quel est le moment, le problème de santé le plus grave. Ça, le caractère temps. Un exemple, par exemple, l'Algérie, elle veut faire le déconfinement le 13 juin. Pourquoi? Parce qu'on pense que le facteur, la chaleur, le virus ne vit pas dans un milieu chaud. Et le fait qu'il ne vit pas dans un milieu chaud, donc le fait qu'il ne vit pas dans un milieu chaud, on pense que la contamination elle va diminuer. Vous avez vu, par exemple, le climat qui intervient. Ça a commencé au départ en Chine, parce que c'était la période de l'hiver, la Chine, puis elle est passée en Europe, puis elle est venue chez nous. Maintenant, on pense qu'elle va diminuer, et à partir du mois d'octobre, c'est-à-dire avec l'automne, ça va prendre encore, ça va reprendre comme épidémie. Maintenant, c'est quoi une épidémie? C'est quoi une pandémie? C'est quoi une endémie? Une épidémie, c'est un phénomène de masse. C'est-à-dire une épidémie, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Par rapport à l'incidence habituelle. Vous avez une incidence, par exemple, d'habitude, vous avez 2% et brutalement, vous avez 15%. Dans une région donnée, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Le temps, par exemple, la commune d'Annaba, le temps, par exemple, du 1er au 15 juin, la commune d'Annaba. Donc, c'est l'espace. Vous avez avec une fréquence plus importante par rapport à la valeur habituelle. La pandémie, c'est lorsqu'elle prend plus. Pourquoi on parle actuellement de la pandémie? Parce qu'elle a touché tous les continents. Elle est passée par l'Asie, puis l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, etc. Une endémie, c'est un phénomène endémique, il est toujours présent, donc il est illimité dans le temps, mais dans l'espace. Donc il est illimité dans le temps, mais limité dans l'espace. Vous avez, par exemple, je prends le goitre endémique, c'est là où les régions sont pas, où le sol est pauvre en iode, donc l'eau est pauvre en iode. Donc ce sont des régions où on va trouver beaucoup de personnes qui font le goitre endémique, mais dans une région donnée, là, la région où le sol est pauvre en iode. Donc c'est ça une endémie.
Donc, on a vu épidémie, la pandémie, l'endémie. Le sporadique, c'est pas ça. C'est quelques cas qui n'ont pas de relation ensemble. On parle de cas sporadiques. Donc, en matière de lieu, vous avez compris pourquoi le lieu est important. Est-ce qu'il est urbain, c'est rural? L'urbain, c'est la concentration. Maintenant, par exemple, si vous prenez le Wali, a interdit, par exemple, la plage pour le moment. Les gens me disent, est-ce que le coronavirus, il existe au niveau de la plage? C'est pas parce que le coronavirus existe au niveau de la plage. Parce que la population, pour éviter l'engouement de la population, la promiscuité, et donc il va y avoir des contaminations. Ce n'est pas la plage en elle-même qui est contaminante, c'est la population qui vient au niveau de la plage lorsqu'ils seront nombreux, ils seront rapprochés, et donc ils risquent d'aggraver la contamination. OK? Donc, vous avez maintenant, on passe à la surveillance épidémiologique. Vous l'avez en face de vous, mademoiselle? Oui, Vous voyez, vous avez en face de vous la surveillance épidémiologique? oui, D'accord, oui, monsieur. d'accord. Et s'il y a des questions, vous les mettez par message et je verrai par la suite. Donc, c'est D'accord. votre connexion. Donc, la surveillance épidémiologique, c'est en fin de compte, c'est la collecte de l'information. C'est quoi une surveillance épidémiologique? C'est la collecte de l'information. On essaye d'analyser cette information, de la synthétiser, de l'analyser et de renvoyer la synthèse aux personnes qui nous ont envoyé l'information. Donc, collecte et compilation et l'analyse des données, c'est que leur diffusion en ensemble de ceux qui ont besoin d'être informés. D'accord? C'est ça. Et c'est pourquoi on a besoin de l'épidémiologie descriptive. C'est-à-dire, il y a des données qu'on cherche. Le sexe, l'âge, le type de pathologie, etc. Donc, la surveillance épidémiologique, c'est la collecte de l'information. Une fois que je collige l'information, les différents services producteurs de l'information m'envoient l'information, j'essaie de la synthétiser, de l'analyser et je renvoie la rétro-information. La surveillance est un processus donc continu, systématique, donc c'est tout le temps qu'elle se fait. Elle doit être faite de manière rapide. Comme ça, s'il y a un problème de santé, on intervient rapidement, on ne va pas attendre. Donc, la finalité d'un système de surveillance est de fournir des informations servant à la prise de décision. Par exemple, le coronavirus, on reçoit actuellement l'information. Je ne vais pas attendre moi, lorsque je reçois l'information, je vais attendre une semaine. Non. Déjà, parfois, je la fais même par téléphone. Comme ça, les gens peuvent se déplacer et faire l'enquête. Il ne faut pas attendre une semaine ou 2 semaines, c'est trop tard. Parce qu'on parle aussi de l'urgence épidémiologique, comme en urgence médicale. Je ne vais pas laisser, par exemple, l'information, la compiler, rester comme ça, puis une semaine ou 2 semaines après, je vais informer les décideurs. Non, il faut les informer à temps. Donc, la surveillance, c'est de l'information appelant à l'action. Établir un service de surveillance, qu'est-ce qu'il faut? Avant de décider comment mettre en place un système de surveillance épidémiologique, il faut se demander comment les données recueillies seront utilisées par qui. Pour se mettre, par exemple, avant le système d'information, nous, par exemple, en matière coronavirus, il y a le service des maladies infectieuses, plus ce sont des services cliniques où les malades sont hospitalisés, c'est le service de référence en matière coronavirus. Je vous donne de manière globale un exemple. Coronavirus. Puis, actuellement, il y a d'autres services, la pneumo, la dermato, la médecine interne et l'AREA, ce sont des services où on hospitalise les malades.
le CEMET, il prend l'information et cette information, le CHU, il envoie au CEMET du secteur sanitaire pour faire l'enquête et on envoie l'information à la DSP, Direction de la Population de la Santé, pour envoyer l'information au ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé, il vous donne l'information chaque soir. Au niveau de la télé, vous avez ces informations concernant le coronavirus. Donc, vous avez vu comment ça se passe. Et donc, il faut se demander comment les données recueillies seront utilisées. Maintenant, comment ils sont recueillis? Bien sûr, on a des informations urgentes par téléphone. En plus, on a 4 fiches en matière de coronavirus. Il y a une fiche qui concerne les prélèvements, qui est envoyée au laboratoire, parce que le laboratoire il doit avoir des informations, le nom, prénom, l'adresse du patient, le sexe, l'âge, etc. Il y a des fiches cliniques qu'on a besoin, nous, la profession, les personnes qui sont en contact avec le malade, etc., pour pouvoir faire l'enquête, l'adresse exacte, etc. Et il y a une fiche en cas de décès. Là aussi, pour que si la personne coronavirus positive, il sera inhumé par les sapeurs-pompiers, par l'État et non pas par sa famille. Donc, vous voyez, en fin de compte, l'organisation de l'information en matière de coronavirus. Donc, il faut se demander comment les données recueillies seront utilisées, par qui. Autrement dit, définir les objectifs de la surveillance autour de 6 axes. Donc, décrire le problème de santé pour mieux le comprendre. C'est quoi un coronavirus? Par exemple, si on n'a pas le phénomène, comment c'est le tableau clinique, etc.,